Bonjour à tous et merci d'être venus. Lorsqu'on a commencé à travailler sur cette présentation avec Nicolas, on s'est demandé s'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient passées sur le cloud public. Et on aimerait savoir dans la salle, est-ce que vous pouvez la main, les personnes qui ont une production sur un cloud public. Et on arrive à presque un peu moins de 50%. Hein. On aurait fait cette présentation il y a 4 ans, je pense qu'on aurait eu 10 mains peut-être de levées. On a une autre question qui vient derrière, qui est qui vérifie de façon continue que ces environnements de production sont sécurisés? Ah ouais. Eh ben, il y a beaucoup moins de monde, donc c'est bien, vous êtes dans la bonne salle. C'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'on fait la conf. Parce que l'une des plus grosses problématiques du cloud public, c'est bien la sécurisation de nos applications. Alors, il y a beaucoup de façons d'implémenter la sécurité sur le cloud public. Et nous allons vous présenter ce que l'on a mis en place. Aujourd'hui, notre niveau de sécurité est validé par Thales, mais n'est pas encore satisfaisant. Enfin, si, peut être amélioré. Il peut être amélioré. Et donc, si jamais vous avez, à la fin de cette présentation, des questions ou d'autres façons de faire, venez sur notre stand, venez en discuter avec nous. Il y a 2 ans, Thales a fait le pari du cloud public. Et on va vous montrer comment la Thales Digital Factory déploie un produit sécurisé sur un cloud public. Et pour ça, laissez-moi vous présenter Nicolas, qui est tech lead et qui est un grand fan de Lego. Et pour m'accompagner, il y a Guillaume, qui est DevOps à la Digital Factory aussi, et un grand amateur de rétro gaming. Il faut que je reste proche du micro. Ça tombe super bien, parce qu'en plus, il y a plein de bandes d'arcade, et tu peux même gagner des Lego, je crois, en plus. J'ai joué. Avant de commencer plus dans le cœur du sujet, Thales Digital Factory, c'est Thales. Thales, c'est un grand groupe industriel reconnu dans le monde entier pour son expertise en système critique. Plutôt que de vous faire un long discours sur ce que c'est qu'un système critique, je vais vous prendre 2 exemples. Le premier, Thales, au début des années 2000, a assemblé et intégré et validé une sonde spatiale. Cette petite sonde, elle s'appelle Rosetta, et entre 2014 et 2016, vous avez dû sûrement en entendre parler, puisqu'elle a orbité autour de la comète Chury pour faire un tas d'analyses sur l'origine de l'univers. Un autre exemple un peu plus proche de nous, plus terrestre. Plus proche, Singapour quand même. Voilà, la ville de Singapour, c'est une ville avec une grosse densité de population qui a 5 lignes de métro, 119 stations sur ces lignes de métro et 198 km de rails. Thales est en charge de déployer tous les équipements nécessaires à l'automatisation de ces lignes de métro pour améliorer la vie des gens. La Digital Factory, c'est un catalyseur de transformation numérique du groupe pour l'adapter aux méthodologies des GAFA. Un de nos objectifs, c'est d'accélérer la mise en production des produits que Thales fait, avec un niveau de qualité et de sécurité requis par le groupe. Quand on brande Thales, nos clients s'attendent à un niveau de qualité et de sécurité irréprochable. Pour le mener à bien, à la Digital Factory, on est organisé en 15 équipes autonomes. Autonomes, pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, dans chacune de nos équipes, on a toutes les compétences et tous les rôles nécessaires pour prendre toutes les décisions pour mener à bien les projets en 3 mois. Que ce soit en termes de compétences ou en termes de droits et de possibilités de mise en prod. Alors, l'une des questions est pourquoi aller sur un cloud public? Déjà, la simplicité. La simplicité qui permet en quelques clics ou quelques lignes de code de déployer un environnement rapidement. D'ailleurs, dans la pièce, qui fait l'infrastructure as code avec Terraform, par exemple? Ah, il y en a quelques-uns. Si vous ne connaissez pas Terraform, je vous conseille de regarder. Avant, je faisais de l'ARM. On était sur Azure, on faisait de l'ARM. Azure Resource Monitoring, Management. Et je passais mes nuits à ça, parce que pour moi, c'était un peu compliqué. Maintenant, j'utilise Terraform, mais je passe mes nuits à dormir, c'est vachement mieux. Cette simplicité aussi,
elle a un impact important sur le time to market. Aujourd'hui, à la Thales Digital Factory, grâce au cloud public, on est capable de fournir un produit en 3 mois, sécurisé en 3 mois. Je me souviens d'un développeur qui est venu dans notre projet et qui ne connaissait pas le cloud. Et en fait, il a instancié une machine et il est venu me voir et il m'a dit « Le cloud, c'est Noël avant l'heure ». J'ai cliqué sur un bouton et tout de suite, j'ai eu ma machine. Et en fait, en regardant un peu plus près, j'ai regardé sa machine et j'ai vu qu'il avait créé une machine 16 cœurs pour tester juste une petite option d'un Nginx. Je lui ai dit « Oui, c'est Noël ». Mais le Père Noël aussi a un budget, donc on va réduire ta machine à 2 cœurs, ce sera largement suffisant. Un autre avantage du cloud, c'est le passage à l'échelle, justement. On peut commencer petit, et on va pouvoir faire grossir l'infrastructure en fonction du trafic ou en fonction des besoins. Et la dernière chose, c'est la couverture géographique qui va permettre 2 choses. La première, c'est la législation au niveau des datas. Ça veut dire que si un client australien veut que ses datas soient en Australie, on va lui créer, on va se servir de cette couverture géographique pour lui mettre ses datas en Australie. La deuxième, c'est que les data serveurs sont proches de nos clients, ce qui va permettre de réduire le temps de réponse, et ce qui est un facteur important dans l'user experience. Alors, oui, le cloud apporte beaucoup de bénéfices, mais il vient avec des contraintes. Et ces contraintes, elles sont généralement liées à la sécurité. La première, c'est qu'on est rapidement exposé sur Internet. Comme on l'a dit, on clique et on a une VM qui arrive sur Internet, exposée à des millions d'utilisateurs, et généralement peu ou mal sécurisée. D'ailleurs, ça a aussi des impacts pour notre équipe sécurité, parce que tout le monde est capable très rapidement de créer des machines, et donc de temps en temps, ils peuvent avoir du mal à suivre. Je me rappelle d'un responsable IT qui me disait « Avec le cloud et avec l'agile, c'est les développeurs maintenant qui ont le pouvoir. » Et en effet, on peut créer très facilement Dev Power. L'autre, c'est le dernier inconvénient, c'est la confiance quel est le niveau de confiance qu'on a avec le fournisseur. On a eu la chance d'avoir la visite du ministère de l'économie qui nous a dit « On a perdu la guerre software, gagnons celle des data ». En fait, généralement, ce qui est important pour les sociétés, c'est les données. Et c'est la première chose que les hackers vont essayer de récupérer. Alors, ce qu'on va faire, nous, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de sécuriser la plateforme. Mais il n'y a pas que la plateforme à sécuriser. Vous pouvez aussi vous faire hacker sur la partie software. Et en effet, entre 2017 et 2018, il y a eu plus de 10% d'attaques sur les applications web. 46% des applications contiennent une ou plusieurs failles critiques. Pourtant, ces failles, elles sont connues. OWASP, qui est une communauté libre qui permet de sécuriser les applications web, sort un top 10 tous les 2 ans. La première vulnérabilité est l'injection. Après, on a la Broken Authentication. On ne va pas tous les passer là. Durant cette présentation, on va vous en présenter 2 ou 3. Mais on va, tout au long de cette présentation, vous montrer, vous faire partager ce que l'on a mis en place pour nous protéger des failles au WASP, et celles-là qui ne sont pas aussi dans le top 10, parce qu'il y a ces failles-là, mais il y en a d'autres. Alors la première chose que l'on a sécurisée, c'est notre plateforme. C'est là-dessus que vont tourner les VMP. Imaginons qu'on veuille sécuriser un immeuble. Déjà, on va essayer de sécuriser ses fondations. Pour nous, développeurs web, les fondations, c'est l'infra. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va encrypter avec nos chiffrés, avec des clés privées, les VM des machines. Puis on va monter d'un étage. On va arriver dans le hall où il y a le concierge. Son rôle, ça va être d'aiguiller un petit peu les personnes qui rentrent dans l'immeuble. Il peut y avoir 2 types de personnes. Il peut y avoir les locataires, comme il peut y avoir
les agents de maintenance. Au niveau applicatif, on a nos utilisateurs et on a nos DevOps, nos SRE, nos Ops. Et donc, nous, ce que l'on a mis en place, c'est au niveau des utilisateurs, au niveau de nos clients, eh bien, on a mis un WAF, donc Web Application Firewall, qui permet justement de sécuriser cette entrée sur les applications web. Et de l'autre côté, pour tout ce qui est agent de maintenance, pour les DevOps, pour les opérateurs, on a mis un VPN et un Bastion, qui est un genre de SaaS, plus des NSG. Puis on va monter d'un étage, et là on va se retrouver aux appartements. Et aux appartements, on va aussi sécuriser nos appartements. Enfin, les appartements sont aussi sécurisés. Et ce que nous, on a mis en place, c'est qu'on a mis du MFA, du Multi-Factor Authentication, donc de la double authentification. Et enfin, dans cet immeuble, potentiellement, on a des caméras. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est du monitoring de trafic, qui permet de voir un petit peu les différents échanges. Sur la fondation de cette infrastructure, on va pouvoir construire nos projets. Donc, on a un certain nombre de projets qui nous arrivent des business lines de Thales. Au démarrage d'un projet, une des premières choses qu'on fait, c'est une analyse de risque. Cette analyse, c'est un atelier qui est fait par un animateur qui s'appelle le Security Partner, qui est attaché à une équipe, qui est un membre de l'équipe sécurité. Toute l'équipe participe à cet atelier de sécurité, cet atelier d'analyse de risque. L'objectif, l'atelier va se dérouler en 2 phases. La première, plutôt en mode brainstorming, où on va essayer de lister l'ensemble des risques de sécurité potentiels que l'application peut rencontrer. Toutes les parties prenantes du projet sont présentes à cet atelier, que ce soit les stakeholders, les product owners qui vont représenter la partie business, les développeurs qui vont rapporter la partie technique, les opérationnels qui vont les ops qui vont rapporter la partie infrastructure, et le security partner qui va un peu guider les choix. Les risques, un brainstorming, ça peut être un peu long et un peu compliqué à mettre en place. Pour faciliter ça, on a classé les risques en 4 grandes catégories. Donc, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité. Donc on a un joli nuage de risques. On va les évaluer, ces risques. On les évalue selon 2 axes. Le premier, c'est la probabilité d'occurrence, et le deuxième, l'impact potentiel que ça a sur le projet. D'ailleurs, cette analyse de risque, elle est intéressante et elle est importante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2016, Microsoft avait sorti un bot qui s'appelait Tay. Le bot avait pour charge d'apprendre et de répondre à différents utilisateurs. Il est resté 1 jour en production. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait hacker. Et au bout d'1 jour, il est devenu... raciste et xénophobe. Raciste et xénophobe. Et donc, c'est quelque chose qui, je pense, a été évalué dans la matrice de risque, mais avec une probabilité d'occurrence assez faible. Ou un impact pas assez élevé. Si on classe ces risques, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour dire qu'on va y répondre forcément à tous tout de suite demain. Non, l'objectif, c'est à partir de cette évaluation, on va prendre ces risques, on va les transformer en user story. On travaille en agile, donc du coup, on va les mettre dans le backlog du projet. Et donc, c'est notre première phase. Enfin, ça va permettre quand même de rentrer et de faire rentrer la sécurité dans notre backlog. Oui. Et donc, du coup, l'objectif, c'est que la sécurité, on ne la traite pas en amont du projet, on ne la traite pas en aval du projet, on la traite tout au long du projet qu'on va mettre en place. Et le PO est complètement responsable, tout comme l'équipe, de la partie risque, gestion des risques. Et comme on est en agile, on va pouvoir itérer en plus sur ce backlog lié à la sécurité. Et donc, comme toute user story, il y a un definition of done, et donc du coup, les risques ils sont validés quand les protections contre ces risques sont mises en place, on va pouvoir les valider, les tester et vérifier que quand on rajoute des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles versions, on ne revient pas en arrière. On en arrive après au pipeline de delivery. Donc normalement, je n'apprends pas grand-chose à tout le monde. On a découpé le nôtre en 4 grands environnements. La première partie, la partie locale, qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas forcément intéressante à représenter. Un environnement de développement, un environnement de QA et un environnement de prod. L'objectif, c'est d'aller en prod. Il m'a l'air un peu vite quand même, ton pipeline.
Ah oui, ok. Sur ce pipeline, on va faire quelques actions manuelles qui vont ajouter de la valeur. On va implémenter nos user stories. Donc on va faire des feature branches, bon ok, on fait des tests unitaires, des user stories, et puis on fait du peer review. On arrive même, nous, dans certaines teams, à faire de la peer review entre teams, ce qui permet aussi d'améliorer, d'échanger sur des bonnes pratiques. Feedback du PO, ça tu voulais en dire un mot? Oui, alors nos PO et nos UX ne font pas que de la revue fonctionnelle, ils font de la revue technique. L'objectif, c'est que les développeurs comprennent plus que juste le code qu'ils font. Que ce qu'ils font, ça a un impact business, ça a un impact sécurité. Alors, on a rajouté encore des choses. Ça, c'est un peu la partie automatique. Donc, on fait de la qualité quand on code. On ne fait pas juste n'importe quoi. On l'automatise, cette qualité. C'est des gates, dans le sens où si une étape qui n'est pas validée, on arrête, on revient en arrière. Enfin, là-dessus, on va mettre ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, de la sécurité, donc du SAST, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est, de Dependency Audit et du DAST. Mais on ne va pas aller que là. Là, ce sont des outils automatiques. Qui vont, pareil, fonctionner sous forme de get. Si ça ne passe pas, on arrête. Et enfin, on rajoute une petite subtilité. On fait des tests de pénétration qu'on vous détaillera un peu plus tard dans la conférence. Alors, le SAST, j'arrive à le dire du premier coup, je suis content, pour Static Application Security Testing. Donc le SAST, c'est un programme qui va analyser votre code source pour en détecter des vulnérabilités. D'accord? Ce SAST, comme il analyse votre code source, il sera très facile de le mettre dans votre pipeline de delivery, voire même dans votre IDE, ce qui va vous permettre d'avoir un feedback très rapide sur des erreurs liées à la sécurité. Et ces erreurs-là sont très importantes c'est très important d'avoir feedback très rapidement. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez une erreur de sécurité en développement, le développeur va fixer l'erreur et ça ne va pas aller plus loin. Si jamais je l'ai juste avant la production, ça veut dire que je ne vais pas aller en prod. Je vais faire un rollback et je devrais repasser par un cycle de développement. Par contre, je vous laisse imaginer que si jamais vous l'avez en production, là, les impacts sont tout autres. Vous avez potentiellement des coûts légaux. On va parler de RGPD. Enfin, on ne va pas en parler là, mais on pourrait penser RGPD. On va avoir des coûts sur l'image de marque de la société. Et en plus, on va devoir faire un rollback, ce qui va impacter les utilisateurs. Voilà. Donc il est très très important de détecter, d'avoir un premier niveau de détection des failles le plus rapidement possible. Pour analyse, si on perd les données d'un utilisateur, aujourd'hui, on estime que ça coûte 140 € par utilisateur. Sur un cloud, on est en millions d'utilisateurs. Je vous laisse imaginer le coût que ça peut avoir pour un projet. Alors, non, je finis, avant que tu passes à la slide suivante. Par expérience, ce SAST, ce sont des outils qui sont performants. Par contre, il y a un coût non nul lors de la configuration de ces outils. Par défaut, il va vous trouver énormément de faux positifs, donc il faut prévoir du temps pour configurer les règles. L'avantage de l'analyse de code, c'est qu'il va permettre de valider pas mal de choses, comme les différentes surfaces d'attaque, ce qui va nous permettre de se protéger contre l'injection, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est que les surfaces d'attaque des applications web, les différentes surfaces d'attaque des applications web? Donc, déjà, on a les entrées utilisateurs. Je fais attention de ne pas être en dehors du champ, je vois qu'il me fait des signes. Les entrées utilisateurs. Donc, un utilisateur peut rentrer ce qu'il veut dans son formulaire et potentiellement, si c'est un hacker, il peut rentrer de l'injection. Donc ça, c'est une première surface d'attaque. La deuxième, vous pouvez vous faire attaquer par des API. Et là, en cherchant pour faire cette slide, je suis tombé sur un rapport qui est en bas, qui dit que 90% des API sur Internet sont du code mort. Donc potentiellement, ça veut dire qu'ils ne sont pas maintenus, ça veut dire que ce sont des endroits où on peut plus facilement se faire attaquer. On peut se faire attaquer aussi par le système de fichiers, et on peut se faire aussi attaquer par la base de données. Ah, on va commencer, l'injection SQL. Est-ce que parmi vous,
il y en a des personnes qui ont utilisé cette requête et qui sauraient me dire à quoi ça sert. Quand est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Je vais vous aider, ça permet de se loguer sur un site, tout bêtement. Voilà. En fait, on va sélectionner l'utilisateur qui a cet username et ce password. Si vous l'avez déjà utilisé, potentiellement, si jamais vous n'avez pas fait attention, vous êtes sujet à une attaque SQL. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, il peut rentrer ce qui est marqué en rouge. Voilà. 1, or 1 égale 1, limite de 1. Avec les 2 tirés à la fin qui permettent de mettre le reste en commentaire. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de sélectionner un utilisateur qui s'appelle 1. Pour l'instant, il risque de ne pas retourner grand-chose. Par contre, 1 égale 1, c'est tout le temps vrai. Donc là, il va nous remonter à la base de données. Avec le limite de 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner le premier utilisateur de la base de données. On va se loguer avec le premier utilisateur de la base de données. Je vous laisse imaginer quel est le premier utilisateur que vous créez quand vous avez une base de données. Admin. J'ai entendu administrateur. Voilà. Et donc avec ça, on va pouvoir se loguer potentiellement avec l'administrateur. Puis il y en a qui vont plus loin. Imaginez ce que ça donne ça sur un radar. C'est très très marrant de passer avant lui. Après, c'est plus douloureux. Mais avant, c'est drôle. Pour se protéger sur les injections SQL, vérifiez vos inputs utilisateurs. Utilisez plutôt des procédures stockées. Et enfin, protégez tout ce qui est table système. Parce que là, j'ai fait une requête pour sélectionner un utilisateur, mais j'aurais pu faire une requête sur une table système et avoir le schéma de votre base de données. Et là, je peux aller chercher des données qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans la sécurité qui sont un peu parano. La deuxième chose que va valider, une des autres choses que va valider le SaaS, c'est vos dépendances. Aujourd'hui, 80% de votre application proviennent de dépendances. Alors, vous vérifiez avec le SAST ou à la main le code que vous produisez, mais pour vérifier que les dépendances n'ont pas de CVE, de Common Vulnerability, eh bien, il va falloir vous outiller, il va falloir vous outiller. Donc, par exemple, le SAST en fait partie. Vous avez d'autres choses comme le NPM Audit ou d'autres outils. C'est réel. Les failles là-dessus, c'est réel. Il y a eu une faille avec Bouncy Castle, qui est une faille, qui est une librairie qui permet de faire de la cryptographie, donc de la sécurité. Je crois que c'est en 2005. Il y a une faille iCritical qui a été trouvée, donc 10 en impact et 10 en probabilité, en facilité d'utilisation. Je crois que c'est 6 ans après, elle a encore été téléchargée 5,6 millions de fois. Cette version précisément. Tu as un autre exemple plus récemment? Alors plus récemment, vous avez sûrement entendu parler, pour ceux qui font de l'Angular, de EventStream. C'est une petite librairie qui a été reprise par quelqu'un qui voulait décharger un peu le fondateur de cette librairie. Il a juste mis un petit code malicieux qui permettait de récupérer le portefeuille Bitcoin de la personne qui téléchargeait, qui utilisait la bibliothèque. Voilà. Vérifiez vos dépendances. Vérifiez vos dépendances. L'autre outil que l'on a mis en place, c'est le DAST. Alors DAST pour Dynamic Application Security Testing. En fait, on a le SAST qui permet d'analyser le code source pour en trouver des vulnérabilités. Le DAST, lui, va essayer de trouver des vulnérabilités sur un code qui tourne. Donc, il va jouer le rôle du hacker. Alors, et comme il va jouer le rôle du hacker, il va, pareil, tester les injections, tester les failles XSS. Mais il peut aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a l'environnement. Il va pouvoir tester l'environnement. Et donc, tester la configuration de votre serveur, par exemple. Ou tester les authentifications. Le DAST et le SAST ne sont pas concurrents. On peut avoir les deux. Et il faut avoir les deux. Les deux travaillent en tandem. L'un qui va analyser le code source et l'autre qui va faire des tests sur une application qui tourne. Tu veux en parler? J'en parle? Vas-y. D'accord, merci. T'es sûr que tu peux en parler? Non. Ok. La misconfiguration. Grosso modo, c'est on a oublié quelque chose en configuration. Donc, par exemple, utilisation des comptes par défaut. Laisser admin et admin ou admin password sur des applications. Il y a eu un article sur TF1 pour les webcams.
pour vous dire quand même que... C'est parti loin dans la... Ça s'est répandu très vite, très loin. Où il y a des sites qui permettent de voir des webcams liés à la sécurité qui ont laissé des comptes par défaut. On a laissé, par exemple, il y a tout ce qui est port ouvert, on a laissé des ports ouverts, patch de sécurité non appliqué. On arrive sur le cloud, on met des machines, puis après on se dit, c'est managé, donc bon, potentiellement, j'ai pas besoin de... Si, pensez à patcher vos machines. Hein, c'est rare qu'il y ait un OS qui tourne sans faille. Et puis, des reverse proxy mal configurés. On pourrait avoir d'autres choses, comme laisser la page listing directory de votre application. Et donc, un hacker, s'il trouve cette page-là, il peut naviguer dans votre application et essayer de trouver des fichiers de configuration ou autres. Une autre chose que le DAS permet de détecter, c'est les cross-site scripting. C'est dur à dire, si ça. Ouais, c'est très compliqué. En anglais, c'est plus facile avec le XSS. C'est une des failles les plus répandues pour les applications web. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, le hacker, c'est une bête injection, toute simple, mais plutôt que d'attaquer votre site web, il va attaquer le navigateur de votre utilisateur. C'est-à-dire que ce n'est pas votre site web qui va jouer et exécuter la vulnérabilité ou le code malicieux, c'est le navigateur de votre utilisateur. Et là, vous n'avez aucun moyen de le protéger contre ça. Vous ne pouvez pas configurer pour lui son navigateur. Ce qu'il faut faire, comme pour toute injection, il faut absolument, tout ce qui rentre dans le site web, que ce soit direct ou indirect, doit être nettoyé, doit être échappé. On enlève tous les caractères spéciaux. Un HTML en code suffit, peut suffire pour faire un nettoyage dessus. Le plus, pour faire une addition de strings, ça ne marche plus. Il y a des fonctions maintenant qui nettoient. Le concat. Alors, on vient de voir le SAS, le DAS, c'est des outils. C'est bien, c'est performant. Malheureusement, la sécurité, c'est pas que des humains. Les hackers, c'est des humains. Donc du coup, à la Digital Factory, on utilise deux concepts en plus du SAS et du DAS, donc les tests de pénétration, qui sont faits selon deux méthodes. La première, c'est le concept de Red Team, Blue Team, et le deuxième, c'est le concept de Bug Bounty. Le premier, donc Red Team, Blue Team, je vous apprends rien, il y a une équipe rouge, une équipe bleue, jusque-là tout le monde l'avait. L'objectif de l'équipe bleue, c'est de sécuriser la plateforme et les applications. Donc ils vont mettre en place tous les outils nécessaires, toutes les règles de sécurité nécessaires, en plus de ce qu'on va faire au niveau projet, ils vont le mettre en place sur la plateforme et sur l'infrastructure. Ils vont avoir aussi un deuxième rôle, très important, ils vont monitorer tout le trafic qui est fait sur votre plateforme et sur votre infrastructure et sur vos applications. La Red Team, à l'opposé, ils vont jouer le rôle des attaquants. Ils vont essayer de casser votre plateforme, de casser vos applications. Un petit jeu, si on ne veut pas trop casser et rester dans le mode du jeu quand ils essayent de nous... Ils bossent. Oui, ils bossent. C'est le capture the flag. Vous planquez une métadonnée ou une donnée dans une base de données. L'objectif, c'est qu'ils ne vous la donnent pas le matin sur votre bureau quand vous arrivez. En général, ça pique un peu, mais c'est souvent que ça arrive. Ça arrive chez toi ? Encore un peu. Encore un peu. Et tu payes le petit-déj après ou non ? Ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, un de nos axes d'amélioration, c'est qu'on ne s'estime pas assez mature pour jouer ça en prod. Ça peut être un peu dangereux pour le business. Aujourd'hui, on se contente de le faire sur notre environnement de qualification, parce que comme pour passer de la qualification à la production, ce n'est que des actions automatiques, on estime que c'est un niveau suffisant pour garantir notre niveau de sécurité requis. Pareil, sur le DAST, aujourd'hui, on ne le fait que sur l'environnement de QA, parce que comme ça essaie de faire de l'injection et autres, on a encore peur, on n'est pas encore assez mature pour le lancer directement en production avec les impacts que ça peut avoir. Parlons de Broken Authentication. Qui a déjà utilisé ces mots de passe-là ? Waouh. Bravo, vous faites partie des 10% qui ont utilisé les mots de passe les plus communs de 2019. Alors, la Broken Authentication, ça fait partie du top 10 WASP et Authentication, et ça permet, par exemple, tout ce qui est de trouver un login et un mot de passe. On peut le trouver par brute force, on peut le trouver
par un post-it qui est sur le PC, on peut le trouver dans d'autres endroits. On fait de plus en plus, par exemple, d'infrastructures as code, où on manipule énormément de mots de passe. Eh ben, allez regarder dans votre Git si vous n'avez pas, par hasard, laissé des mots de passe. Je me souviens d'un collaborateur qui avait laissé son mot de passe. Je suis parti le voir, je lui ai dit bah, « tu as laissé ton mot de passe ». Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a effacé le mot de passe et il a fait un push. Je l'ai regardé, je lui ai dit « oui, mais Git, il y a l'historique dedans, ça ne sert à rien ce que tu fais là ». Grosso modo, si jamais vous avez un mot de passe qui est sorti, changez-le. Changez-le sur votre environnement de production. Pour se battre contre la broken authentication, bah, la première, c'est d'éviter de laisser des post-it, bien sûr. Mais sinon, on peut utiliser du MFA. Ça peut éviter le brute force, donc du multi-factor authentication, où on peut essayer aussi de mettre du fail to ban. Ça veut dire qu'au bout de 3 fois, la personne sera bannie pendant un temps et ça va éviter aussi de faire du brute force. Le MFA, pour ceux qui ont un peu de mal, c'est le petit SMS qu'on vous envoie pour rentrer un code sur le site. D'ailleurs, il va être annulé le SMS. Ça va être autre chose. Non, ça va arriver. C'est plus assez sécurisé. J'ai un peu faim. Et du coup, je parlais tout à l'heure de bug bounty. Alors non, le but c'est pas de chercher des insectes dans des bounties. On passe par en fait, le bounty, c'est comme au Far West, c'est une récompense. En gros, on va passer par une entreprise externe à la Digital Factory qui s'appelle Yogosha. Et on va demander à leurs chercheurs en vulnérabilité de trouver tous les bugs, toutes les vulnérabilités, toutes les failles de nos applications. Ils vont être payés aux failles qu'ils vont trouver, pas aux failles qu'ils vont chercher. Donc ils sont vraiment motivés à trouver des failles. On passe par une entreprise extérieure alors qu'on a une red team en interne pour une raison un petit peu simple, c'est qu'on voudrait éviter la consanguinité intellectuelle. On bosse tous ensemble, on a une blue team qui a un certain process, on a une red team qui a un certain process, on a nos équipes projet qui ont un certain process, on le connaît tous, on bosse tout le temps ensemble. Le fait de se faire remettre en cause par une entité extérieure, c'est très très important. Ça permet vraiment de remettre en cause et d'analyser de manière externe ce qu'on fait. C'est très très intéressant. L'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est avec ce que l'on a mis en place, le SAS, le DAS, la Red Team, le Bug Bounty, est-ce qu'on a couvert le top 10 de l'OWASP? Et donc ici, vous avez le top 10 de l'OWASP et comment on le couvre. Alors, je n'ai pas le droit de me rapprocher pour montrer de façon plus claire, mais l'injection qui fait partie du top 10 OWASP, elle est couverte à peu près par tout le monde. La Broken Authentication, elle est couverte aujourd'hui par la Red Team. Et voilà la liste. On a mis 3 petits points parce qu'il n'y a pas que les failles du top 10 OWASP. Il y en a d'autres. On voit que la Blue Team travaille peut-être moins que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur rôle, c'est de monitorer tout ce qui est trafic. Et grâce à ce monitoring de trafic, lorsqu'il y a eu, par exemple, une faille, eh bien, ils vont être capables de nous dire d'où elle vient et de quelle faille du top 10 OWASP elle a été faite. En fait. Et puis, ils travaillent en amont pour éviter qu'on ait des vulnérabilités trouvées aussi. Donc, du coup, à la TDF, à la Thales Digital Factory, on a regroupé tout ce qu'on vient de voir selon 4 grands principes pour montrer que la sécurité peut s'adapter à l'agilité et même doit s'adapter à l'agilité si on veut continuer à produire aussi vite. La première, c'est la création de valeur. Pourquoi ? On a, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, la sécurité et l'équipe projet, ce n'est pas 2 entités séparées. On travaille tout le temps tous ensemble, on collabore du début à la fin du projet. Ça évite d'avoir des noms directs de la sécurité, par exemple. En plus. Ça leur permet de comprendre notre besoin et d'adapter la sécurité à notre besoin. Le deuxième grand principe, c'est qu'on outille notre sécurité. Donc on vous l'a montré, on a des outils de SAST, des outils de DAST, on a des tests automatisés, des tests de pénétration par une entreprise extérieure. On a notre Red Team qui va travailler de manière continue. Dès lors qu'on a pushé une première version en prod, la Red Team commence ses attaques. Elle commence même avant la prod, hein. En QA, elle peut venir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne fait pas la sécurité à la fin du projet.
il faut la faire tout au long et il faut l'intégrer à notre cycle de développement. Je pense que c'est ça là. Ouais. Et comme on l'intègre à notre cycle de développement, ça nous permet de responsabiliser les équipes. Les équipes, elles ne travaillent pas dans un coin sur un projet et elles poussent sur une plateforme qui sera sécurisée par quelqu'un d'autre. La sécurité, c'est l'affaire de toutes les personnes de l'entreprise. Et donc, les projets sont les premiers cibles. Comme c'est les premières cibles, c'est les premiers à devoir être responsables. Au scope de leur projet, ils ne sont pas responsables de l'intégralité de la sécurité, bien sûr, mais ils ont leur part. Et on essaye de le faire au travers de tout ce qu'on met en place. On arrive même, nous, dans certaines teams, à pas coacher, mais à challenger la façon de faire de la sécurité de nos teams de sécurité. Et enfin, on reste agile, donc test and learn. Je ne vais pas l'expliquer trop longtemps. On a mis en place tous ces principes, on a mis en place tous ces concepts. Ça nous permet d'avoir le niveau requis de sécurité du groupe. On a des choses à améliorer, bien entendu. Donc du coup, maintenant, si vous avez des retours d'expérience ou plus de questions très très précises à nous poser, n'hésitez pas à venir sur notre stand. On est juste en sortant de l'auditorium. C'est le premier stand sur lequel vous tomberez. Voilà. Avant, on a conclu, mais j'aimerais remercier déjà aussi toutes les personnes qui ont travaillé aussi sur cette présentation. Voilà. Merci à tous. Merci. Si vous avez des questions. Pas de questions? Tout au bout là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé à un moment de la sécurité par rapport aux dépendances qui sont très importantes. Oui. Il y a un outil particulier que vous utilisez pour justement connaître, analyser, pas vos dépendances parce que vous les connaissez, mais ces dépendances par rapport il y a une base de données de sécurité de dépendance, Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a plusieurs outils que l'on utilise ou qu'on peut utiliser. Le premier, c'est NPM Audit, si jamais on fait du NPM. Le deuxième, il y a un Dependency Checker qui peut être inclus dans le Sonar. Et la troisième que je connaisse, il y a un éditeur qui s'appelle White Source qui permet aussi de faire de la sécurité. Je ne connais pas les autres, je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà. Est-ce que ça répond à la question? Parfaitement, merci. Merci. Moi, j'ai une deuxième question. Ah, pardon, devant. Excusez-moi. Pas de souci. Il y a beaucoup de clouds publics qui proposent leurs propres outils pour gérer un peu la sécurité. Je pense à AWS, GuardDuty, des choses comme ça. Est-ce que vous avez pu les essayer? Est-ce que vous avez des retours d'expérience? Aujourd'hui, alors ça a sûrement été évalué par l'équipe sécurité, et je l'espère. Aujourd'hui, je ne suis pas capable on n'a pas de retour d'expérience sur ce type d'outils. Je peux donner de l'expérience sur les outils que j'utilise au quotidien, qui nous ont été, sur lesquels on travaille. Je ne connais pas les autres outils. Désolé. Déjà, merci pour la présentation. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil d'analyse statique et dynamique? Pour l'outil d'analyse dynamique, on utilise Zap. Et sur l'analyse statique, on utilise Checkmarx pour l'instant. On est en train d'étudier pour utiliser d'autres outils pour aller un peu plus loin et puis pour conforter les résultats qu'on obtient. Dans la chaîne, Oui. Dans la chaîne de déploiement que vous avez présentée tout à l'heure, alors je ne sais pas si on peut revenir tu peux sur la la remettre slide. Ouais, avec tout. Vous avez deux fois l'analyse statique du code. Oui. En fait, je me demandais pourquoi est-ce que vous l'aviez deux fois, parce que justement c'est statique. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à là-bas, parce que sinon je vais sortir du cadre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ici, dans la première ligne, en fait, c'est des tests qui peuvent être faits sur la branche. Et ensuite, on merge en master et on le fait sur la branche master après. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que cet outil SAST, on peut le mettre dans l'IDE. Et donc, on le fait aussi à l'intérieur de l'IDE. Et après, une fois que ça a été mergé, on le lance de manière, pour tester tout le code. Ça répond à la question? Ouais, très bien. Très bien. D'autres questions? Je vous remercie d'être venu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est sur le centre G8 et ça sera un plaisir de parler avec vous de WASP et de sécurité. Merci. Merci.
Merci.